Dans cet épisode, Dylan part à la rencontre de Marion Murcia, une neuropsychologue en cabinet libéral. Bonjour à tous, donc moi c'est Dylan, je suis actuellement en Master 2 psychologie des apprentissages scolaires à l'Université de Montpellier. Et là je suis avec Madame Murcia, qui est du coup installée en libéral et qui va du coup nous présenter les spécificités de l'activité du psychologue en libéral. Donc on verra du coup différentes questions, et voilà. Bonjour. Du coup on va vous poser différentes questions. En fonction de différentes thématiques, par exemple avec présentation du métier, du parcours, organisation et conditions de travail, expérience et perception du métier. Et donc ça, c'est les grands thèmes. Et on va commencer du coup avec la première question, c'est pouvez-vous nous expliquer du coup en une phrase votre métier comme un enfant de 12 ans? Alors, pour un enfant de 12 ans, je dirais que je suis neuropsychologue et non médecin, et que je suis là pour trouver des solutions avec toi et tes parents, pour que ça aille encore mieux pour toi, au collège, à la maison, avec tes amis ou dans tes peurs. Ok. Et est-ce que tu as souvent du coup l'habitude de présenter ton métier comme ça à des enfants de 12 ans? Est-ce que... Je présente à tous les enfants et à tous les parents, donc c'est systématique. Après, en fonction de la demande, je peux un petit peu ajuster, mais ça, on va dire que c'est le basique, la base, quoi. Ok. Concernant du coup ton parcours universitaire jusqu'à maintenant, est-ce que pourrais nous faire une petite présentation de la licence, master avec des DU peut-être? Ok. Après 2 années, alors à l'époque ça s'appelait PCEM, c'est l'équivalent du PASS cette année que j'ai raté. J'ai rejoint une L2 à l'université Montpellier 2 en physiologie animale neurosciences. Et parallèlement, du coup, j'ai fait aussi une licence de psycho à l'université Paul Valéry, ce qui fait que j'ai validé une double licence neurosciences et psycho. Ça m'a permis d'intégrer le master neuropsychologie de l'université Paris-Descartes. Et donc j'ai fait mes 2 années universitaires à Paris. J'ai pas fait de DU complémentaire, j'ai plutôt fait des formations supplémentaires, mais pas de DU. Ok. Et quel type de formation du coup? Alors, je me suis formée ABA, Teach, Early Start Denver Model, POD, Éducation thérapeutique du patient, PEX. Après, des formations courtes sur les groupes de parents, le Barclay, voilà, tout ce qui concerne la prise en charge et l'accompagnement des enfants avec des troubles du développement. Ok. Du coup, est-ce que vous avez une activité est-ce que tu du coup as une activité avec les adultes ou personnes âgées? Pas du tout. Je ne rencontre que des enfants et des ados ou de jeunes adultes, mais globalement jusqu'à 20-22 ans. Après, je suis pas du tout compétente. Ok. Et concernant du coup les expériences professionnelles antérieures, est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Oui. Alors, en sortie d'études, j'ai trouvé rapidement un emploi dans le trimestre qui a suivi. Au début, j'ai travaillé comme neuropsychologue au centre ProPara, qui est un centre de rééducation fonctionnelle neurologique pour adultes, cérébrolésés et patients médulaires. Et parallèlement à ça, je travaillais à l'Institut Saint-Pierre dans le service d'audiophonologie. Après, j'ai eu aussi un poste dans les Pyrénées-Orientales en SSR adulte. Mais alors autant j'étais bien formée en cérébrolésion adulte, mais c'était pas ma volonté. Suite à ça, j'ai réussi à obtenir un temps plein au CHU de Montpellier en médecine psychologique pour enfants et adolescents à la Colombière, où j'étais en poste sur une unité de consultation des enfants avec risque de troubles du neurodéveloppement et une unité de diagnostic et hôpital de jour pour les jeunes enfants, moins de 5 ans, à risque de TSA et associés à des retards globaux de développement. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans au MPEA. Et puis après, j'ai développé progressivement une activité en libéral pour aujourd'hui être 100% en libéral. Ok. Donc avec l'accompagnement d'enfants et d'adolescents au Toujours, sein du libéral. oui, Ok. uniquement. Donc c'est assez diversifié. Et aujourd'hui, du coup, quelles seraient toutes les missions que tu pourrais remplir dans le cabinet libéral?
Les missions, on va dire primordiales en activité clinique en libéral, c'est de faire du bilan psychométrique ou neuropsychologique, de proposer des consultations, de suivi, avec une inspiration plutôt cognitive et comportementale, et de la guidance parentale. Voilà, en gros, ça, c'est les 3 types de missions pour des enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement ou avec des pathologies neuropédiatriques ou génétiques, ou bien des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles anxieux, des troubles émotionnels. Voilà, donc ça, c'est un peu le profil des enfants. Parallèlement à cette activité clinique, on va dire, moi, je fais aussi des formations. Donc, je suis formatrice à l'université Montpellier et Paul Valéry. Je suis aussi formatrice pour l'Académie de Montpellier, donc pour les enseignants et les AESH. Et je donne aussi des formations dans le champ des institutions privées, en fait, des organismes privés. Donc c'est tout un volet de formation. Et puis en plus, je fais ce qu'on appelle de la supervision d'équipes médico-sociales. Donc là, j'interviens auprès d'équipes qui sont dans des unités d'enseignement élémentaire ou maternelle autisme. Et mon travail, c'est de superviser les équipes. Voilà. Et tout ça, du coup, en lien avec ton activité libérale? Oui, puisqu'en fait, les enfants que j'accompagne en libéral sont aussi, enfin, ont les profils que je développe soit pour mes formations, soit pour mes supervisions. Donc en fait, c'est toujours centré autour de l'enfant avec des troubles du développement, en gros. Ok. Et si tu pouvais, du coup, décrire tes conditions de travail au cabinet avec les différentes activités que tu as à faire dans la semaine, ça doit être assez rempli quand même. Donc, Ce qu'on entend par conditions de travail, c'est quoi? C'est enfin, une journée type, par exemple, de comment ça se passe, les consultations, les bilans, ok. les formations, etc. Du coup. Ok, alors une journée type, soit je fais une journée entière de consultation ou une demi-journée de consultation. Alors ça, c'est très vrai pour moi, c'est les mercredis et les jeudis où je me dédie surtout au libéral, en clinique. Après, les autres jours, en fait, je mixe des déplacements, soit sur mes écoles de supervision, soit à la fac pour donner des cours. Donc généralement, j'ai une demi-journée d'extérieur, on va dire, de déplacement. Et puis, je garde un peu de temps derrière pour soit la rédaction des comptes rendus, soit la prépa du cours suivant. Voilà, en gros, ça s'organise comme ça. Ok. Et concernant du coup la quantité de travail, en dehors et pendant du coup le travail, parce que Ok. du coup dans les spécificités du libéral aussi, on retrouve le fait qu'il y a beaucoup d'administratifs aussi à côté. Donc ça rentre dans l'en dehors aussi Alors, ton travail. globalement, on va dire que je travaille à temps plein, du lundi au vendredi, sur 5 jours par semaine. Je travaille pas le week-end, volontairement. Et je fais en moyenne 2 jours à 2 jours et demi d'activité de consultation. Je fais une demi-journée de formation. Je fais une demi-journée de supervision, ce qui me laisse encore environ 2 demi-journées administratifs, écrits, compte rendu, prépa, 2 à 3 demi-journées par semaine. Donc en fait, quand vous faites un temps plein en libéral, il faut compter, à mon avis, pour être bien, un jour à un jour et demi de off pour faire de la prépa ou du compte rendu, des choses comme ça. Ok. Quand tu parles de prépa, c'est prépa par exemple d'entretien clinique? Non, c'est plutôt la préparation des enseignements, Ok. par exemple. Et ça peut être aussi la préparation des supervisions. Ça peut être la prépa des consultations ou des bilans. Il y a aussi tout un temps d'information, c'est-à-dire que j'essaye de lire des articles, de me tenir informée. Donc il y a ça aussi. Ok. Du coup, concernant les outils que tu peux utiliser, toi, durant les bilans, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les outils que tu utilises le plus? Surtout que du coup, vu qu'il y a une spécialité en neuropsychologie, forcément les outils sont un peu plus vastes que dans les autres disciplines de la psychologie, si je pourrais dire.
Alors, je ne sais pas si c'est plus vaste parce que je ne me représente pas forcément très bien les autres outils, mais en tout cas, ce que moi j'utilise, c'est plutôt des outils avec un référentiel cognitif et comportementaliste. Je mets l'accent sur le fait d'utiliser des outils qui sont recommandés dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, soit par la Haute Autorité de Santé, soit par la NESM. Mais en tout cas, je suis très à cheval sur le fait d'utiliser des outils qui ont démontré une forme d'efficacité thérapeutique. Après, ben, en pratique, enfin, dans les consultations, j'utilise tous mes référentiels, Denver, ABA, enfin tous les référentiels TSA, on va dire, pour les enfants TSA. Et puis, j'utilise beaucoup d'outils type Barclay, résistance non violente. Et puis après, globalement, c'est les outils classiques des TCC, des thérapies cognitives et comportementales. Ok, donc ça c'est du coup pendant tes consultations, Oui, plus avec les enfants que tu accueilles. oui. Et en termes de tests du coup? Ah, alors en termes de tests, ben, j'utilise les outils psychométriques, donc toutes les 3 échelles de Wechsler. J'utilise la NEPSI 2, j'utilise les tours de Londres, j'utilise la Teach, j'utilise des questionnaires qui permettent de screener le développement ou les particularités en vie quotidienne. Voilà, en gros, les outils que j'utilise. Ok. Et les outils que tu utilises sont toujours en lien du coup avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Oui, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont validés scientifiquement, qui sont normalisés de façon correcte et qui ont, comment dire, un échantillon de normalisation qui nous permet de dire qu'ils sont fiables en fait. Donc ça c'est assez important. Donc ce serait quelque chose que tu conseillerais de manière très importante, entre guillemets, à des jeunes psychologues qui vont se lancer comme nous. Je dirais que pour utiliser un outil, il faut s'assurer que l'outil, bah, déjà on le maîtrise, que l'outil est fiable, il est sensible au niveau des propriétés statistiques. Donc oui, je conseille ce type d'outil, mais ça n'empêche qu'on a aussi notre référentiel clinique, c'est-à-dire que bah, ça n'empêche pas de mener un entretien qui n'est pas guidé par un outil standardisé. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'allier les outils validés scientifiquement avec une pratique clinique lors d'entretiens qui est aussi importante. Ok. On voulait savoir aussi, est-ce que du coup tu aurais des partenaires ou des associés du coup au sein de ton activité en libéral? Oui, alors si on essaye de réfléchir de façon un peu concentrique, c'est-à-dire du plus proche de moi au plus éloigné, c'est aussi géographiquement. Alors, mes partenaires les plus proches, bah, c'est mes stagiaires, c'est également ma collaboratrice, puisque je travaille avec une collaboratrice neuropsychologue. C'est aussi mes collègues qui sont au sein du cabinet. Donc, il y a d'autres psychologues, il y a des orthophonistes. Donc ça, c'est vraiment géographiquement les personnes les plus proches de moi et avec qui je travaille le plus. Après, on ouvre un peu, on s'éloigne un peu. Il y a tous les partenaires rééducatifs ou médicaux en libéral. Donc, tous mes collègues du libéral, je travaille beaucoup via des échanges téléphoniques ou de mails en coordination avec eux. Si je m'éloigne encore un peu, bah, j'ai des partenaires au CHU. Alors, ce sont des médecins, des psychos, des rééducateurs avec qui j'échange sur essentiellement des patients, mais aussi des situations cliniques ou des thèmes de formation, des interrogations sur l'actualisation des connaissances, des choses comme ça. J'ai des partenaires dans les établissements médico-sociaux. J'ai des partenaires au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à aller dans des équipes de suivi de scolarisation, des équipes éducatives, discuter avec les maîtresses, les enseignants, les CPE, les coordos PIAL, voilà, donc tout ce pan de l'enseignement et des équipes pédagogiques, c'est aussi des partenaires. Et puis si je m'éloigne encore un petit peu plus loin sur des partenaires plus de formation, bah là j'ai tous les professionnels qui gravitent dans les universités ou dans les établissements de formation.
avec qui je suis en lien bah, récurrent. Mmh. Voilà, donc en fait, ce qui est important selon moi, et ça c'est un message que je veux faire passer, c'est qu'en libéral, selon moi, on peut pas travailler correctement si on continue pas à développer un gros partenariat de façon proche ou éloignée, peu importe, mais c'est pas parce qu'on est en libéral qu'on est seul. Et par contre, c'est quelque chose qu'il faut alimenter. Parce que le risque du libéral, c'est de s'isoler, de moins être partenaire et moins en coordination avec les collègues. Et ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok. Oui, parce que justement, on a souvent cette pensée de quand on s'installe en libéral, il y a un risque de se retrouver seul. On conseille souvent, du coup, à des jeunes diplômés de ne pas se lancer dans des activités libérales pour avoir davantage d'expérience, pour éviter de se retrouver seul dans sa pratique débutante. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu pourrais conseiller une activité libérale à un jeune diplômé qui vient de sortir de son master? Et quels sont les conseils que tu pourrais lui apporter par la suite? Alors, pour moi, c'est possible de se lancer en libéral quand on est jeune diplômé, avec plusieurs recommandations qui sont pas des réserves en fait, c'est des recommandations. La recommandation, c'est peut-être quand même d'être supervisé. Alors il y a différents moyens d'être supervisé. Soit vous êtes un collaborateur d'un titulaire et du coup il y a une supervision qui peut se faire avec le titulaire. Soit sur des groupes d'intervision ou de supervision qui existent. Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose c'est que pour se lancer en libéral jeune, on va dire, jeune diplômé, il faut s'attacher à faire du réseau. Donc il faut prévoir, à mon avis, plus de temps qu'un libéral expérimenté pour appeler les collègues, pour demander de l'aide quand c'est difficile, parce que c'est possible. Voilà, donc il faut garder du temps pour faire de la coordination du réseau. Et puis après, il faut continuer de se former. Voilà, donc faire des formations complémentaires pour s'améliorer et lire des papiers, lire la littérature scientifique de façon à maintenir ses compétences. Ok, donc tu conseilles vraiment beaucoup la supervision dans le lancement, entre guillemets, d'une activité en libéral? Je trouve que c'est l'idéal parce que déjà ça permet d'avoir un échange clinique assez riche pour le superviseur comme pour la personne qui est supervisée. Et ça permet aussi d'avoir plus confiance et d'avoir un peu moins peur, parce que ça fait partie des choses qui font peur en libéral, d'être seul. Donc pour moi, c'est possible, mais dans une activité coordonnée. Voilà. Et est-ce que tu penses du coup qu'une activité en libéral te demande beaucoup plus d'efforts et d'investissement pour se tenir entre guillemets à jour des actualités, par exemple dans le domaine médical ou même psychologique, plutôt que quand on est du coup dans une structure, par exemple de type CHU? Alors oui, je pense qu'en libéral, il y a plus d'efforts, parce qu'en fait, spontanément, on n'a pas accès aux informations. Alors que quand vous travaillez dans une équipe, par exemple, hospitalière ou médico-sociale, déjà, il y a de façon assez automatique des formations qui sont proposées aux équipes, alors qu'en libéral, il faut s'inscrire et surtout, il faut payer pour se former. Donc, on peut avoir tendance à pas aller vers ça. Par ailleurs, dans les établissements hospitaliers médico-sociaux, le fait d'être en contact permanent avec d'autres personnes, d'autres médecins, d'autres orthophonistes, d'autres corps de métier, ça permet d'apprendre. Donc oui, c'est un effort supplémentaire en libéral à faire pour se former. Ok. Super, du coup on a bien répondu à tout ce qui est en rapport avec les spécificités de l'activité en libéral. Pour faire un peu le lien entre les attentes et la réalité du métier de psychologue, comment tu percevais du coup ce métier avant de l'exercer? Et qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? Surtout que du coup, avant ça, tu voulais plus avoir une activité médicale, purement médicale. Et qu'est-ce qui t'a du coup toi incité à venir te rapprocher de la psychologie, plus du coup de la branche de la neuropsychologie? Alors, si je regarde spécifiquement la neuropsychologie, enfin, la différence entre la représentation que j'avais en débutant mon métier et aujourd'hui, c'est que je me représentais plutôt une activité de bilan pour les neuropsychologues en poste. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, après
15 ans d'expérience que en fait la part de bilan elle est plutôt minime dans mon activité. Donc ça c'est un gros changement de perception du métier, puisque aujourd'hui je fais des bilans, mais c'est pas ma pratique principale. Voilà, donc ça c'est le premier point. Après, pourquoi je suis allée vers la neuropsycho? En fait, j'étais intéressée par les sciences. C'était un peu ça, moi, mon idée. Et c'est vrai que la médecine répondait à ce critère-là d'être dans une approche scientifique. Parallèlement au fait d'être au contact d'un patient ou d'être dans une relation clinique. Donc, clinique, c'est au chevet de la personne. Donc voilà, donc neuropsy, ça me permettait à la fois d'allier cette approche clinique, être en relation avec d'autres personnes et des personnes qu'on accompagne, mais aussi une approche plutôt scientifique, basée sur de la littérature scientifique. Donc c'était un peu ça, moi, qui m'intéressait. Ok, et tu dis du coup que ton activité aujourd'hui, elle se résume pas qu'au bilan, mais est-ce que c'est le cas partout pour les neuropsychologues, enfin les psychologues spécialisés en neuropsychologie? Alors, ça dépend de leur lieu d'activité. En libéral, je trouve qu'il y a de plus en plus de neuropsychologues qui ne font pas que du bilan et qui ont une activité de consultation et d'accompagnement qui est assez importante. Donc, globalement, c'est la représentation que j'ai du libéral. Après, j'ai aussi certains collègues au CHU qui ont des activités essentiellement centrées sur du bilan et de l'évaluation à visée diagnostique ou d'évolution. Donc je crois que ça dépend un peu du poste qu'on occupe. Ok. Et aujourd'hui, toi, dans la situation dans laquelle tu es, quels seraient les avantages que tu pourrais décrire dans ta profession, avec la diversité des choses que tu as à faire au quotidien? Dans ma profession ou dans le fait d'être en libéral? Les deux, je dirais. Alors, dans ma profession, je trouve que travailler auprès de l'enfant et neuropsychologue ou psychologue du développement avec ce référentiel-là, on obtient des résultats efficaces pour les enfants et ils avancent, ils progressent et ils vont mieux. Donc ça, je trouve que c'est le plus bel attrait du métier. Après, par rapport à l'exercice en libéral, il y a quand même une forme d'indépendance, d'autonomie et de liberté qui est appréciable, sous réserve qu'on ait un peu ce tempérament quand même. Voilà, moi ça me va bien de faire un peu comme j'ai envie. C'est ok pour moi et du coup j'apprécie d'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, j'apprécie de décider de faire plus ou moins d'enseignement, plus ou moins de supervision. Donc d'avoir la main complète sur toutes mes activités et mon organisation, c'est quelque chose d'hyper chouette. Par ailleurs, le libéral m'a permis de diversifier ma pratique. C'est-à-dire que quand j'étais en poste, en salariat, j'avais une activité de bilan, j'avais des activités de consultation, mais je faisais moins de consultations. Je donnais quelques enseignements, par exemple la supervision ou les enseignements universitaires, ça je faisais pas du tout. Donc en fait, le libéral, moi personnellement, ça m'a ouvert des portes et ça a permis de diversifier ma pratique. Donc c'est hyper favorable pour moi de mon point de vue. Et puis l'autre point positif quand même, c'est que le libéral m'a permis d'avoir une situation stable parce que j'étais dans des postes précaires au préalable et que quand on veut une vie personnelle un peu étayée, on va dire que c'est peut-être bien d'avoir une situation stable quand on veut faire un emprunt, quand on veut constituer une famille, ça fonctionne bien. Et les revenus, ça compte aussi. Globalement, mes revenus ont augmenté par rapport à mes postes en salariat. Donc, c'est pas négligeable. En effet. Et tout à l'heure, du coup, tu as parlé enfin, du fait que tu faisais des formations, des supervisions, etc. Et comment ça marche, du coup, avec ton activité en libéral? C'est-à-dire que, est-ce qu'on te recrute pour faire des formations ou des supervisions, ou est-ce que ça fonctionne d'une autre manière? Alors, il y a deux grandes manières de faire. Soit je candidate, parce que j'ai entendu qu'il allait y avoir la création ou l'ouverture d'une structure ou une candidature spontanée si j'ai envie de fournir un enseignement particulier. Donc, je peux être
moi, à l'initiative d'une candidature, c'est-à-dire je dépose un CV, je fais une lettre de motivation et je candidate pour avoir une mission. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est que parfois, on me sollicite en me disant, voilà, on a un projet d'ouverture ou d'enseignement, est-ce que ça vous intéresse? Et à ce moment-là, c'est des personnes qui viennent à moi sans que j'ai à candidater. Ça dépend des fois. Ok. Et concernant du coup les inconvénients dans la profession actuelle, est-ce que tu aurais du coup, encore une fois, profession et activité libérale, est-ce que tu arriverais à définir des inconvénients que tu peux rencontrer au quotidien ou... On va dire que il y a encore un inconvénient dans les représentations qu'on a des neuropsychologues, c'est qu'on passe souvent pour des professionnels un peu techniciens qui sont pas trop dans la clinique. Et ça, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, puisque moi, je passe mon temps auprès des patients. Donc, cette représentation-là, qui est encore accrochée aux neuropsychologues ou aux psychologues avec ce référentiel-là, je trouve elle nous amène pas vers quelque chose de positif. Donc ça, c'est un premier point. Après, moi, dans ma pratique, j'ai aucun point négatif dans mon exercice. J'adore ce que je fais, donc je peux pas dire qu'il y a des choses que je fais que j'aime pas, parce que quand j'aime pas, je fais pas. J'ai le choix, parce que c'est moi qui choisis mon emploi du temps. Donc voilà, j'ai pas de point négatif là-dessus. Après, par rapport à l'exercice libéral, si, quand même. L'exercice libéral fait que on est responsable et qu'on n'a pas une couverture institutionnelle, un hôpital qui, en cas de souci, vous supervise ou un établissement. Donc, quand vous êtes en libéral, vous êtes responsable de ce que vous faites et de tout ce qui se passe. Donc, cette responsabilité-là, elle peut faire peur un petit peu. Et encore une fois, si on travaille correctement et qu'on sait demander de l'aide, on sait se former, on sait faire du réseau et de la coordination avec des collègues, on diminue ce risque. Mais c'est quand même une crainte qui est encore présente. Dans les points négatifs, il y a quand même le stress, puisque le stress, ça va aussi avec la charge de travail. Quand il y a beaucoup de travail, quand il y a des situations difficiles, c'est stressant et on peut pas forcément décharger facilement. Donc ça fait partie des choses un peu négatives. Voilà. Et en termes de responsabilité, du coup, par exemple, on parle souvent des informations préoccupantes. Donc c'est des choses qui font partie du métier de psychologue. Tout à fait. Est-ce que tu trouves que réaliser du coup des informations préoccupantes, c'est beaucoup plus lourd à porter lorsqu'on est en activité libérale? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations où on trouve qu'une situation est vraiment inquiétante pour nous à nos yeux? Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Alors, moi, j'ai rédigé quelques informations préoccupantes ou même des signalements au parquet directement. Et ça, je l'ai fait à la fois dans mon activité quand j'étais au CHU, salariée à l'hôpital, ou en libéral. Donc, dans la démarche, pour moi, je vois pas la différence. Après, j'avais la chance, quand j'étais au CHU, de pouvoir me faire relire mon écrit, de pouvoir avoir un avis, en fait, un conseil. Après, en libéral, je vous cache pas que avant d'envoyer une information préoccupante, je prends toujours un avis. Alors après, je fais de l'anonymat, c'est-à-dire que la personne à qui je demande conseil ne connaît pas les données biographiques de l'enfant, par exemple, mais je suis quand même relue. Donc j'endosse la responsabilité toute seule, mais en vrai, ça change pas grand-chose. Ça fait un peu peur, mais de toute façon, on est tenu de porter à la connaissance de la cellule des informations préoccupantes toute inquiétude que l'on a recueillie de la part d'un enfant ou de ses proches sur une maltraitance possible. Donc à partir de là, on fait. Et puis il y a aussi les cellules quand même, les permanences téléphoniques de la cellule de recueil des informations préoccupantes où on peut prendre conseil, prendre appui gratuitement par téléphone. Donc en fait, c'est toujours la même chose, on n'est pas tout seul. On a l'impression qu'on est tout seul, mais c'est pas vrai, on n'est pas tout seul. Mais il faut faire l'effort de pas être tout seul. Il faut marcher le réseau pour pouvoir avoir une relecture, par exemple, des différentes... Oui.
de ce qu'on a écrit par exemple, ou même du coup prendre contact avec des professionnels qui peuvent suivre aussi Ouais, cet enfant-là ou... complètement. Tout en respectant quand même la confidentialité de la démarche, s'il s'agit d'être dans quelque chose de très confidentiel. Ça dépend. Des fois, c'est possible, des fois non. D'accord. Et du coup, quel serait pour toi l'événement le plus marquant? Ou est-ce que tu aurais des événements du coup très marquants dans ton activité Marquant, ça veut dire difficile. Ça peut être les deux, positif comme négatif, par exemple le suivi d'un enfant jusqu'à maintenant, Mm. ou marquant dans le sens où un jour on a vraiment été bouleversé par une situation. Alors, moi, les situations qui me bouleversent, enfin, bon, c'est un peu difficile, c'est rare, mais il m'est arrivé que certains de mes patients décèdent. Et ça, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Donc, on peut dire que ouais, c'est des événements marquants et difficiles à métaboliser pour le professionnel. Même si la perte d'un patient, c'est pas lié à mon activité. Mais ça, voilà, ou d'un parent aussi. Un parent malade, voilà. Donc ça, c'est pour moi des événements difficiles, marquants. Et les choses qui aussi me marquent dans le positif, c'est la reconnaissance en fait de certains patients ou de certaines familles qui disent ah mais depuis qu'on a mis en place les soins, alors c'est pas forcément que en psycho, mais ça peut être plusieurs soins. À ce moment-là, les gens nous témoignent de vous avez changé notre vie en fait. On est passé sur quelque chose de tellement mieux. Et ça, pour moi, c'est très puissant de pouvoir entendre ça et d'avoir cette confiance-là dans la relation, dans l'alliance avec l'enfant ou ses parents. Donc ça, pour moi, c'est hyper marquant. Ça me donne envie de me lever le matin pour aller travailler. Voilà. Ok. Et du coup, comment toi tu pourrais décrire ta manière de gérer et de mettre du coup à distance des situations qui sont difficiles, surtout que du coup enfin tu as cette casquette de psychologue, mais à côté de ça du coup il y a les émotions qui rentrent en jeu, enfin l'humain aussi derrière, ses propres sensibilités, tout ça. Est-ce que c'est difficile pour toi de mettre à distance ou est-ce que tu aurais des conseils du coup pour mettre à distance? Alors, personnellement, j'ai trouvé que l'expérience clinique faisait qu'on mettait de plus en plus à distance. Et quand j'étais jeune diplômée, je mettais moins à distance. Donc j'ai l'impression quand même que le fait d'avoir un peu d'expérience, ça aide naturellement, en fait, spontanément. Après, quand on sent que en libéral, en tout cas, il y a trop de situations difficiles, moi, je prends le parti de travailler un petit peu moins, c'est-à-dire de baisser un petit peu la quantité d'activité, de façon à avoir du temps aussi pour soi. C'est aussi un équilibre entre la vie professionnelle et tout le reste. Donc ça, c'est important. Après, il m'est arrivé de me faire superviser. Soit la plupart du temps, c'est par un autre psychologue ou un psychiatre. Voilà, donc ça, c'est possible aussi. Et puis, moi, j'utilise la méditation personnellement, donc ça m'aide bien à prendre conscience des choses qui sont compliquées ou qui me pèsent. Voilà, comment je fais. Ok, donc il faut avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie perso, des activités Oui, à côté qui permettent de pouvoir relâcher la pression. oui, Ok. complètement. Donc, est-ce que toi, en termes de conclusion, est-ce que tu te sens épanoui dans ton travail? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier? Est-ce que du coup, toi, tu conseillerais l'activité en libéral? Est-ce qu'il y aurait des sortes de critères à respecter dans le sens où est-ce qu'un type de personnalité irait mieux avec l'activité en libéral en elle-même ou... Voilà. Alors, moi, je suis complètement épanouie dans mon métier, dans les missions. J'ai aussi un métier passion, c'est-à-dire que j'adore ce que je fais, donc ça, c'est formidable pour moi. Je suis satisfaite parce que je trouve que ma vie professionnelle, elle évolue, en fait, elle bouge, et donc ça me va. C'est OK pour moi. Qu'est-ce que je conseille à des personnes pour se lancer dans ce métier? Je crois quand même que la rigueur est un point important. Le fait de vouloir être au plus proche de ce qui est démontré comme efficace, d'avoir des stratégies recommandées, ça me semble important et ça va un peu avec la rigueur dans l'approche. Je pense aussi qu'il faut être travailleur pour y arriver. Bon, déjà parce que les études de psycho sont contraignantes et il y a une charge de travail importante et une sélection
Donc, il faut être travailleur, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut faire beaucoup de stages en licence pour aller sur le bon choix de master, la bonne population. Moi, je suis intéressée par les enfants, mais c'est aussi parce que j'ai fait de la pratique et des stages chez l'adulte et une fois auprès de personnes âgées que j'ai compris que, bah voilà, il fallait que j'aille dans une approche pédiatrique. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Génial. Bah, merci pour toutes ces réponses. Ben, Je pense que c'est très clair. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très clair. J'ai bien compris du coup les spécificités de l'activité en libéral, les raisons pour lesquelles tu as voulu réaliser ce métier, avec les points positifs, les peut-être points, enfin les choses un peu plus difficiles à gérer. Donc je pense que c'est très riche et très important, tout ce que tu as pu dire. Donc je te remercie. Et je pense que tout le monde te remercie. Super. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.